Tiers-livre, atelier d'écriture, on est dans un cycle qui s'appelle Photofiction. C'est le 5, on est presque à mi-chemin, je suppose. On avance bien, à chaque fois on prend un photographe, on s'embarque dans son univers. Il ne s'agit pas d'aller parler sur des images, il s'agit de créer des images de texte, et on a toujours travaillé à deux voix, avec les textes soit qui se séparent, soit qui s'imbriquent ou se présentent ensemble, mais une instance du texte qui est spécialement l'image, et une instance du texte qui est spécialement le protocole, le dispositif, le geste, la représentation intérieure du photographe ou du photographié. Et avec cette opposition et avec ces deux strates, ce que je cherche, je réinsiste depuis le début, c'est comment travailler la figure de l'artiste par rapport à ce qui se détache de lui et existe indépendamment de lui. Mais ça vaut aussi pour l'écriture, pour la figure de l'auteur, pour soi-même construire sa propre figure d'auteur, qui ne se construit que parce qu'on met en œuvre quelque chose qui s'en arrache. Et c'est une figure importante. Inversement, parce que, et ça c'est une marque essentielle de tout le XXe siècle et notre présent, l'œuvre existe par ce rapport qu'elle inclut à son auteur. C'est l'œuvre qui construit rétrospectivement son auteur. Et si nous, on a à le faire délibérément, volontairement, que l'œuvre nous construise rétrospectivement, pas nous, mais notre figure d'auteur. C'est ça la justification de ce cycle. Un petit pont au milieu, pas forcément. La discussion, par exemple, ces jours-ci, c'était est-ce que les textes qu'on publie sur notre plateforme sont plus forts s'ils n'incluent pas d'images ? Évidemment, c'est un point de départ. Alors que justement, aussi, ce qu'on interroge, c'est en quoi, et notamment par le web, mais aussi dans l'édition traditionnelle. Pensez au statut des images reproduites dans les livres, par exemple, de Sebald ou d'Annie Ernaux. Et ça, on a traversé aussi. Ce qui est encore nouveau pour nous, c'est qu'on pratique nous-mêmes l'image autant qu'on pratique les mots. On pratique diverses instances de l'image. Là, sur mon bureau, j'ai une GoPro, j'ai ma caméra bis, et publié, notamment quand c'est sur le web, c'est publié ensemble. On peut le faire aussi avec la voix. La preuve, image et texte, et qu'est-ce que ça nous ouvre ? Et c'est cette interrogation qui nous a fait croiser presque naturellement, je dirais, Anne Savelli, mais qui est compagnon de route de nos expériences d'atelier depuis bien longtemps. Elle a participé même à celui sur la ville, si je crois bien, mais par la présence de son blog, par son travail de terrain, elle n'est pas étrangère ici. Ce qui ne rend pas forcément plus facile d'en parler. Vient de paraître un livre qui, pour nous, est une surprise en tant que contenu, forme contenu récit, mais on le savait au travail sur ce thème depuis très longtemps, collationner des centaines, probablement des milliers de photos de Marilyn Monroe, personnage qui est à la fois doté de subjectivité, de résilience. C'est une artiste au plein sens du terme. Voir ses carnets, par exemple, publiés au Seuil il y a quelques années. Et parallèlement, une sorte de devenir icône qui m'est resté assez étranger de mon côté. J'ai assez d'icônes du côté du rock'n'roll. En tout cas, c'est ces questions-là du symbolisme, de l'adolescence, de la constitution par une image extérieure à soi-même. Moi, c'est dans le rock que je l'ai trouvé. C'est ce qui m'a donné ce socle de nécessité aux 3 livres que j'ai fait. Mais la démarche, là, d'Anne, il s'agit donc d'un livre
sans photographie, à peine la couverture avec un petit jeu avec le tout aussi iconique tableau de Andy Warhol, et puis un travail sur la scène même de la photographie. Qui, quoi, comment, on voit quoi, ou plutôt, on devrait voir quoi qu'on ne voit pas, ou qu'est-ce qu'on voit différemment de ce qu'on a toujours vu. Et s'écrit une sorte de biographie à l'envers, biographie en creux, en empreinte, où la question de prendre la photographie, la scène, la pose, l'installation devient le jeu narratif où, précisément, c'est le saut mental de reconstitution d'images, ou des images que d'avance on porte en soi-même, dont on est dépositaire, qui fabrique ce récit. En ce sens-là, c'est très neuf. Alors Anne Savelli, est-ce qu'elle est coutumière du fait d'écrire des livres neufs? C'est-à-dire que son premier livre neuf, pour moi, c'est son blog, un blog qui s'appelle Fenêtre Open Space. Si vous allez sur son site actuel, vous trouverez tout facilement dans la marge les archives du premier blog initial, la question de la fenêtre. Là, on n'est pas dans la photographie, mais on est dans la question urbaine, on va parler de ville, et on est dans la question de ce qu'on voit et du cadre, simplement, précisément, l'installation du cadre, fenêtre, vers le dehors, gardant cette subjectivité de qui regarde comme possibilité d'inscrire autrement la ville, de la séquencer, d'incrémenter, de séparer, de cadrer. Et ce blog fait partie du paysage de l'Internet littéraire depuis très longtemps. Très longtemps aussi, ces livres, alors j'en ai juste sorti 3 à côté du Marilyn, musée Marilyn. Un petit auquel je suis très accroché, c'est ce mot Holloway. Alors là encore, je pense que la plupart d'entre vous, puisque nous sommes ici ensemble sur Tiers Livre, c'est pas une découverte. Holloway, lieu où on s'installe pour lire et pour écrire. Bah oui, mais si tu le poses comme concept, qu'est-ce que ça change à l'écriture? En quoi l'écriture est dépendante dans le temps et l'espace de ces conditions qu'on crée pour l'accueillir, mais sans dissocier lire et écrire. Et ce concept d'Holloway, donc il y a longtemps qu'il est sur son blog, c'est devenu un terme un petit peu commun pour nous toutes et tous. Je me souviens justement quand on avait développé cet atelier sur la ville, on avait créé une rubrique, c'est toujours en ligne sur le site, où chacune pouvait envoyer une photo de son espace de travail. Mais espace, est-ce qu'il est dans une chambre, dans un lit comme Georges Perec au début d'Espèce d'Espace, ou une table en pleine campagne, ou en marchant, ou dans la déambulation urbaine? Et est-ce qu'on appelait ça autrement que Holloway? Non, justement, c'est devenu un commun, comme on dit aujourd'hui. N'empêche que c'était parfaitement légitime à Anne Savelli. Alors là, on était en 2020, vous voyez, donc c'est tout récent. C'est chez Publinet, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas demandé de participer. C'est un livre où elle revient sur cette notion, elle prend des exemples. Ouvrir le livre de magie à n'importe quelle page de ma principale activité, avec des propositions d'écriture, si je prends celle-ci, écrire sur un lieu très connoté, très chargé, lieu sur lequel on aurait cru ne jamais pouvoir écrire, l'appréhender comme on entreprend un travail de longue haleine, y revenir, faire des photos qui ne seront pas publiées, des enregistrements qui ne seront pas entendus, prendre des notes qui ne serviront pas, une fois le texte terminé, publié ou non, se débrouiller pour le déposer ou le faire déposer près de là, ne plus jamais s'en occuper. Donc c'est une proposition d'écriture, mais c'est aussi un protocole pour insérer un texte dans l'espace où il est né. Est-ce qu'on le publie? Si on le camoufle?
J'aurais aimé rester jusqu'à la nuit des temps, autre proposition d'écriture, Berlin, et une proposition d'écriture, s'accaparer mentalement tout lieu qui me semble inaccessible, en le détaillant, en l'examinant le plus possible, et placer un personnage qui s'installe, y fait son nid sans s'inquiéter, laisser planer le doute, est-ce soi ou lui qui enjambe le cordon, on partagera avec le lecteur ce doute, ce qui permettra de faire apparaître jusqu'à plus soif le personnage dans toutes sortes de lieux, musées, galeries, usines, centres spatiaux. Peut-être vous suivez ce qui se passe autour de la revue Espace avec Éric Pessan. Si aucun personnage ne semble faire l'affaire, on pourra m'emprunter Dita Kepler. Dita Kepler, c'est aussi un livre d'Anne Savelli, mi-temps, ou lire ou ne pas écrire, marche, mouvement, ligne flottante. Donc les propositions d'écriture sont systématiquement associées à chaque chapitre. Une cuisine à Vimereux. Désolé. Et donc dans cette première partie, c'est Anne Savelli et ses propositions. Dans la deuxième partie, elle a des invités. Lucien Suel, Pierrot Cohen-Adria, Joachim Séné, Maryse H, disparue. Mais son écriture pour nous ça a compté énormément. Juliette Mézinck, Thierry Beinsteingel, Pierre Ménard, tiens donc, Christine Janet, tiens donc, Olivier Odazawa, vous savez, son livre Dreamlands, son site Dreamlands Virtual Tour, expérience qui doit en être à 3000 billets de blog. Là aussi, c'est la petite confrérie des solides du blog. Et Olivier a publié 3 livres, dont le premier s'appelait Éclat d'Amérique, aussi là, chez un culte, où paraît Anne Savelli, Décor Lafayette, dont on va s'occuper, et Musée Marilyn, Virginie Gauthier, Franck Quérault, Désolé. Et cette question-là, de proposition d'écriture, je pense qu'on n'est pas si loin de comment on va s'approprier, non pas une ville ou un décor, c'est son mot, décor Daguerre, décor Lafayette, mais son propre livre pour aller nous écrire. Je le mets là de côté, mais plus avec les incertitudes qui planent sur publi.net, je ne sais pas combien c'est vendu, 14 €, il est très bien imprimé, justement parce que c'est un des plus récents de Publi en 2020. Profitez-en pour le stocker, on est déjà dans le quasi-collector, puis c'est question des propositions d'écriture, ouais, réflexion commune. D'autant plus que dans une semaine, on la reçoit pour échanger entre nous sur Zoom. Alors maintenant, quel rapport avec photo-fiction ? J'ai ces 2 livres qui ne sont pas un diptyque. Il y a eu Décor Lafayette, et puis il y a eu Décor Daguerre, Décor Lafayette. Je révise pas trop avant de commencer, en tout cas pas ces choses-là. Décor Lafayette, 2013, il y a déjà presque 10 ans. Et pourtant, pour moi, c'est un livre de travail qui reste toujours à portée de main. Et Décor Daguerre, beaucoup plus récent. Édition de l'attente, 2017, ça fait déjà 5 ans. Alors, la rue Daguerre à Paris, c'est la rue où vivait Varda, donc, qui fait elle-même de la rue Daguerre comme son théâtre et sa scénographie. Et là, dans la maison qu'elle habitait, c'est aussi son studio, c'était aussi un lieu de travail, de projection, d'élaboration. Et l'exploration de la rue Daguerre se fait à la fois en réel et en superposant l'approche ou le souvenir ou marcher vers. Alors je m'étais dit, tiens, là, cette question du film et du document par Agnès Varda, c'est peut-être avec ça qu'on va installer là, nous, notre croisement. Et puis non, j'ai repris Décor Lafayette. Alors, il s'agit de quoi dans Décor Lafayette ? Les grands magasins parisiens. Galerie Lafayette, évidemment, mais il y a aussi le Printemps et la Samaritaine. Tout ce que vous voulez, c'est une institution qui a croisé, évidemment, la littérature, au bonheur des dames, avec Zola. C'est une architecture, vous savez, synoptique, comme on fait panoptique, par contre. C'est une architecture panoptique,
comme dans les prisons, avec une grande histoire. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on monte, tout est déployé aussi comme une sorte de vitrine intérieure, un gros œuf où de n'importe quel point de l'intérieur, si on vient s'installer là sur le bord du vide, on voit tout et toute la hauteur, tous les étages, un déploiement infini. Évidemment aussi un concentré social, mais de mouvement, de couleurs, mais aussi sous la marchandise, les lois de l'argent, les lois symboliques de la représentation de soi. Le visage comme monstration, la silhouette dans tout ce qu'elle porte. Et ça aussi, je pense que en quoi, en permanence, on doit le revisiter. Alors, ce qui est intéressant dans Décor Lafayette, qui pour moi ont fait une sorte de livre atelier, il y a des petites cartes à l'intérieur, c'est pas trop là-dessus que je voudrais m'appuyer, mais ce rapport de la ville, de l'intérieur à l'extérieur, de la déambulation, du statut de ces lieux dans la ville, évidemment, c'est ce qui à la fois fractionne le livre et le pousse en avant. Ce qui m'intéresse peut-être plus, c'est l'idée d'exhaustivité. C'est-à-dire, on prend un lieu comme, allez, disons, Galerie Lafayette, puisqu'il s'agit de Décor Lafayette, eh bien, on va être simplement dans les escalators. Écrire un livre, escalator. Oh, il y avait déjà eu The Mezzanine de Nicholson Baker, qui était un modèle aussi, un petit peu là, dans ce genre. Mais l'escalator va revenir régulièrement, et puis c'est pas parce que vous êtes dans l'escalator que vous allez décrire ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a dessous, mais ça, avec la vie, mode d'emploi de Georges Perec, et puis ses mouvements de cavalier, où il y a là un ascenseur qui intervient vers 1927, si je me trompe pas, qui est installé vers 1927 ou 1935, je ne sais plus, dans cet immeuble qu'on suit de 1870, sa construction jusqu'à 1970, la fin du livre. Les passages escalators ont une fonction aussi de transition, de glissement, mais si on va au rayon des chaussures, qu'est-ce qui se transforme du corps? Qu'est-ce qui se transforme dans les rituels d'essayage? Dans ce qu'on s'approprie pour essayer, mais qu'on ne prendra pas. Et c'est quoi les voix qu'on entend? Alors, par exemple, dans Décor Lafayette, il y a des séquences qui sont récurrentes. Là encore, la vie mode d'emploi est pas loin derrière, dans l'escalator, mais il y a aussi de bas en haut, dans les rayons, que va venir petit à petit juste la bande-son, les bruits, les voix. Le bruit qui s'installe, le bruit général, avec les annonces, avec toute cette espèce de fond où se mélangent des climatisations, des pas, des appels. Et on va franchir aussi les barrières sociales. Si vous vous occupez des personnes qui vendent, des personnes qui sont là dans l'uniforme et la carapace de comportement, de parole, qui s'intitule « Travail ». Si elles sont entre elles, les vendeuses, de quoi elles parlent? Comment elles parlent? Est-ce qu'on peut la franchir, cette frontière? Et puis, il y a des endroits quasiment inaccessibles. On peut aller se perdre, on peut franchir des portes qu'on n'a pas le droit de franchir. Il y a des endroits qu'on n'utilise plus ou des endroits qui sont provisoirement inutilisés. Il y a des endroits qui sont hantés. Il y a des lieux d'exposition. Par exemple, l'image dans Décor Lafayette, comment elle vient? Bien, parce que, de la même façon qu'il y a parole et bruit, il y a des images accrochées, exposées. De la même façon qu'il y a des typographies, des injonctions, des slogans, des étiquettes, et on va pouvoir suivre cette strate de l'écrit comme on peut suivre aussi la strate des images. Mais vous pouvez la trouver verticalement. Par exemple, tout en haut là des Galeries Lafayette, il y a une salle en rotonde, si je me souviens bien, qui sert à des expositions de photographies, ou d'objets. Capsule spatiale. Si vous prenez l'histoire de ces expositions, ou si vous retrouvez dans les archives la suite successive des photographies exposées ou des objets installés,
bien sûr, vous n'êtes plus là dans ce qui est votre visite, là, au temps précis, mais quelque chose qui renseigne aussi et qui devient, même fictionnellement, puisque vous le représentez uniquement d'après des archives et non pas là, en documentant immédiatement. Voilà, tout ça, c'est Décor Lafayette. Il y en a 230 pages et un index. Est-ce que c'est devenu un classique ? Je crois que ça fait partie pour moi de ces bibliothèques ateliers, bibliothèques qui nous sont nécessaires parce qu'elles ouvrent à des pratiques d'écriture. Donc il reste là, forcément, pas très loin de Pérec et d'une petite collection très restreinte de cette bibliothèque d'outils. Mais on peut le lire totalement en dehors de ça. Qu'est-ce qui est mis en question par cet éclatement ? Bien, c'est votre rapport général à votre corps, vos habitudes de consommation, vos valeurs symboliques et vos propres rituels dans la ville. Et voilà. Alors, c'est là où va commencer et venir très vite ce par quoi peut-être vous allez me dire j'aurais dû commencer. Non, ça marche jamais comme ça l'atelier d'écriture. Moi, je l'ai découvert par le livre, en le relisant. Je l'ai découvert à cause de notre cycle photofiction. Il y a à peine une dizaine de jours, juste avant la mort de Jean-Luc Godard, un grand photographe, William Klein, est disparu. William Klein, son livre le plus célèbre, Les Américains, un des premiers à avoir travaillé avec l'appareil tenu à bout de bras en mobilité, mais ça justement, peut-être ce sera notre 6 la semaine prochaine, mais avec Daido Moriyama. En tout cas, William Klein, un grand de la ville et de la photographie, William Klein vivait à Paris et arrive tout d'un coup dans Décor Lafayette, quelque chose qui a priori n'a pas lieu d'y être. Un film. C'est un film de 1964. C'est un film qui dure exactement 45 minutes. On peut le trouver très facilement sur le site de l'INA. Et si on essaye d'en utiliser des images, toute vidéo est bloquée. Je n'en mettrai pas d'extrait ici. L'INA, je connais assez leur fonctionnement. C'est tout à fait légitime. Mais pour les abonnés, il y a un accès et entre nous, on en a une copie de travail. Le lien passez par votre Patreon et là on est tout à fait légitime, on reste dans le cadre strictement légal. De quoi il s'agit ? William Klein, ben non, c'est pas Lafayette, c'est au Printemps de Paris, mais les établissements sont totalement jumeaux, vous le savez. Et évidemment, si William Klein filme, il filme en photographe. Alors, c'est assez fascinant parce que je suis pas assez renseigné. Est-ce qu'à l'époque on est en Super 16 ? En tout cas, c'est une caméra, je pense, qui porte sur l'épaule. À l'époque, on commençait à savoir faire. À l'époque, le son n'était pas inclus dans les caméras. Ça veut dire que quand on voit l'image bouger, on se dit tiens, William Klein fait ci, fait ça. La fin du film est totalement hallucinante. Les vendeuses qui recouvrent leurs étals de drap blanc pour la nuit et tout le magasin devient tout blanc, uniforme. Et là, le film se retire, mais en permanence, on est mobile. Mais ça veut dire aussi que à côté, il y avait un ingé son avec une perche et un agrat. Ça veut dire probablement que à côté de William Klein, il y a quelqu'un qui le tient, qui l'aide à reculer et tout ça. Ça, on ne le voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est ce que voit sa caméra et on entend ce que pourrait entendre sa caméra si on travaillait avec les instruments d'aujourd'hui, ce qui sera la tâche 10 ans plus tard d'Alain Cavalier, par exemple. Mais c'est intéressant de voir comment le cinéma produit cette histoire-là. Est-ce que c'est le documentaire ? Nous, on ne se pose plus la question. Est-ce qu'on est dans la non-fiction ? Oui, on est dans une expérience totalement prise au réel. Est-ce qu'elle documente ? C'est pas ça la question. La question, c'est notre vieil attachement à la question posée dès la poétique d'Aristote.
Qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes? Et l'interrogation d'Aristote, elle s'énonce dans le surgissement de la tragédie grecque, elle s'énonce bien avant les questions de prose, de poésie, bien avant, enfin, là je simplifie. En tout cas, elle s'énonce dans un amont qui nous concerne, nous, toujours. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes? Ça donne quoi en 1964? Ben, il y a un contexte. C'est une émission qui passe dans cette télévision publique, la grande télévision publique. Et oui, c'était un outil qui commençait à devenir un outil de masse, qui commençait. Donc, il y avait encore une seule chaîne à la télévision. Évidemment, on est en noir et blanc. Évidemment, on est dans des formats qui ne sont pas ceux des grandes projections, mais des formats qui sont liés à l'appropriation familiale, voire individuelle. Mais c'est culotté, c'est une femme qui s'appelle Eliane Victor, une série qui s'appelle Des femmes, et c'est elle, pour cette série, qui commande à William Klein 45 minutes dans, sur, avec le printemps. Et là, arrive... Je ne sais pas du tout comment c'est né, je n'ai pas trouvé de document d'accompagnement. Il demande à une grande actrice, Simone Signoret, est-ce qu'elle va devenir journaliste, comme dit Savelli en ouverture de son chapitre? Non, elle va rester elle-même, une femme dont le métier est d'être actrice. Voir le passage à la fin sur la question de jouer sans maquillage, de vivre sans maquillage. Et à la rencontre de gens qu'elle va croiser, c'est-à-dire qu'ils vont isoler des visages, des silhouettes, des comportements. La parole va s'enclencher non pas entre William Klein et le personnage repéré, mais c'est Simone Signoret qui entre en conversation. Et on assiste sur place dans le printemps, ou au domicile de certaines des personnes rencontrées, à une conversation qui revient sur qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on y fait, c'est quoi notre rapport à la marchandise, à la vie, tout simplement. Est-ce que je glorifie? Je crois que ce qui m'intéresse là dans ce film de William Klein et Simone Signoret, c'est qu'il reste justement un film de photographe. On est dans du film, c'est du mouvement, mais le surgissement des visages, le traitement à distance des visages, parce que les moments de parole sont filmés plus classiquement, encore que si on est à table, la présence du mari, les mimiques, l'assentiment ou le sourire ou la prise de distance, c'est un théâtre qui va bien au-delà des paroles. Mais la grâce, mais la façon de bouger, la façon de se vêtir, les jeux de mains, les mains qui touchent, les mains qui essayent, les préparations du visage, les regards sur les autres. Là, on reste dans le vocabulaire qui nous intéresse, si on appelle ça photo-fiction. De toute façon, pour un film, on dit aussi directeur de la photographie, il n'y a pas d'opposition. Alors ce film intervient dans Décor Lafayette, il intervient à 2 reprises. Et est-ce que c'est 2 fois, c'est-à-dire raconter le film et son contexte, là, en 3 ou 4 pages, et puis revenir une vingtaine de pages plus loin, et repartir là sur 2, 4, 5 pages, c'est pas une suite. Même si le premier passage, c'est plutôt le début du film, et le deuxième, c'est plutôt l'appui sur la fin du film. Et au milieu, on repart dans les galeries Lafayette. Anne Savelli pose le dispositif, repère un reportage de William Klein au printemps 1964 pour l'émission Les femmes aussi, dans laquelle
Simone Signoret, devenue journaliste, interroge des clientes du magasin. On ne peut pas faire plus précis comme pitch. Le premier jour, elle n'est pas maquillée, déambule en manteau et col blanc à la recherche d'un visage d'une femme à qui parler. On sent qu'elle fait son possible pour ne pas qu'on la reconnaisse, pour que s'estompe en elle l'actrice dont la voix porte casque d'or n'a pas sa place dans les grands magasins. Signoret non plus n'y va presque jamais, ou alors en courant, précise-t-elle. Cette fois, c'est différent. William Klein lui a proposé de jouer le rôle de la journaliste pour l'émission Les femmes aussi. Elle a accepté. La voici, mal éclairée, le front plissé, à se demander qui elle pourrait interroger. Pourquoi choisir celle-ci, celle-là? La caméra en plan serré ne montre presque rien des rayons. Ce sont les femmes qui l'intéressent. Arrêter quelqu'un dans la rue, lui demander où il vient, d'où il va, qui il est. Un fantasme collectif, selon Klein. Simone partage ce point de vue, aime les gens. Si dans un compartiment de train, je ne sais pas qui sont mes voisins, à la fin du voyage, j'en suis malade, dit-elle. Étiquette écrite à la main, monnaie dont on entend le compte, sac de papier Kraft dans lesquels ranger les articles et marchandises serrés dans les bacs, premières données du lieu, brouhaha inclus. On comprend tout de suite que dans les années 1960, le grand magasin, c'est encore le bazar, l'endroit où on achète sa serpillière, de l'élastique, une poêle à frire. Le glamour, il y a peut-être dans les étages, on ne sait où. Après les pelotes de laine, Klein s'arrête au rayon mariage, intéressé par une là. Je vous laisse. Évidemment, je vous ai mis un PDF avec les deux textes. À vous de voir en quoi, recto celui-ci, verso le second, en quoi ils sont différents. Simone fume, allume sa cigarette à la sienne presque consumée. William Klein questionne Claude sur son mari, artiste lui-même, photographe à succès, qui la voudrait femme totale, domestique, créatrice, muse. Il faudrait qu'elle apporte le petit déjeuner et les chaussons, s'occupe des enfants, se prélasse au lit en même temps. Se moque-t-elle, elle, clair-obscur, qui reprend ce qui lui reste de mégot, regarde Simone, lui répond. Il n'y a plus de Signoret, d'actrices, deux femmes apprennent l'une de l'autre, interroge les limites. Autre champ, autre lieu, un café, en salle, le long de vitres donnant sur la rue. Cette fois, celle qu'on questionne, c'est Simone Signoret. Étonnant renversement de la fin du film, si vous avez la patience de le regarder là sur le Patreon. Klein se tient à table face à elle, on distingue un bol, un broc de lait, d'eau chaude. C'est l'heure du petit déjeuner sans doute. La caméra ne montre qu'elle, profil une fois de plus, s'approche. Vous verrez. Là par contre, ce qui est difficile pour moi, c'est que il y a le texte d'Anne Savelli qui m'a mené au film. Quand vous avez le film, comment vous revenez au texte? Et c'est là pour moi où je me suis dit, et si là, pour cette 5e proposition du cycle photo-fiction, on utilisait les deux textes séparés de Anne Savelli sur le film de William Klein et Simone Signoret, tourné dans l'intérieur du printemps pour la série télévision publique Les femmes aussi, et qu'on se le fabriquait fictionnellement, nous, notre propre film. Elle ne travaille pas fictionnellement. Elle installe dans son livre, et c'est pour ça que Musée Marilyn donne encore un autre éclairage là à Décor Lafayette, de la même façon qu'elle explore les escalators, cette salle rotonde où il y a l'histoire des expositions, ou les salles de repos du personnel, où qu'elle travaille sur un tel rayon. Elle travaille sur quelque chose qui, 64, 2014, presque un demi-siècle avant son livre. C'est la même fascination, c'est le même lieu, c'est la même complexité. Évidemment, un demi-siècle est passé par là, et c'est pas rien. L'histoire de la consommation, l'histoire de l'argent et tout. Mais ce demi-siècle, esthétiquement, c'est la même chose pour ce qui concerne la fascination des visages et comment photographier. Comment installer un dispositif. Alors, le dispositif de William Klein, c'est pas l'appareil photo. Sa façon à lui d'être mobile avec l'appareil photo, c'est probablement une lourde caméra Super 16 et
puis les 2-3 personnes qui l'encadrent, notamment pour percher le son. Et la délégation de parole, c'est par Simone Signoret, immense actrice, mais qui sera séparée de son soi actrice. Est-ce qu'elle est actrice dans ce film ? Elle n'est pas plus actrice qu'elle n'est journaliste. C'est cette instance de la parole par rapport au visage qui fait probablement ce qui nous fascine dans le film de William Klein et Simone Signoret, mais qui est le biais par lequel Anne Savelli l'insère dans son livre. Donc, on arrive au bout. Dans Décor Lafayette, il y a tout d'un coup la découverte qu'il existe un film, 50 ans plus tôt, avec un dispositif du photographe et de la déléguée à la parole, qui est sensiblement une image imbriquée, une poupée gigogne de elle-même travaillant son livre sur le terrain. Et c'est peut-être là où on rejoint notre propos de utiliser ces dispositifs, photographie, film, parole, représentation, pour entrer ou faire mettre sur la table de dissection entre machine à coudre et parapluie de notre statut d'auteur et mettre à nu notre démarche, parce que si on utilise cette démarche dans ce décalage, dans cette métaphore, à ce moment-là, la mécanique du livre s'inscrit dans le livre. Simplement, on va là nous s'éloigner complètement d'Anne Savelli, s'éloigner de ce qu'on a fait aussi jusqu'ici, c'est-à-dire qu'elle, là, tombe sur un vrai film, un film magnifique, super moment de cinéma, précisément parce qu'il n'est pas fiction, mais qu'il est dans ce goût qui nous mène à la fiction. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes ? De la même façon, on l'inventait. Prendre un lieu, séparer les visages, inventer l'enquête. On en est bardé de ces enquêtes. Prenez tous ces mouvements de protestation politique de ces dernières années. Toutes les images qui circulent et sur les réseaux et sur la symbolique même, la verticalité des chaînes de télévision, qu'elles soient d'infos en continu ou du journal éditorialisé des grandes chaînes, reprenant quasiment comme matière avérée, réelle, de ce que les acteurs de terrain ont pu tourner avec leur petit téléphone, ou la notion de reportage, ou la notion de documentaire. J'ai fait ça pendant 2 ans au CNC. On m'avait demandé de présider. Bon, c'est pas tellement honorifique, c'est simplement parce que dans cette commission, il y avait 2 réalisateurs, 2 producteurs, 2 diffuseurs, et donc pour faire un compte impair, on mettait le plumitif au milieu. Cette tradition, je me suis régalé. Simplement, on avait affaire à quoi ? À des rushs, certainement, mais on avait affaire à des dossiers, à des intentions. Et quand j'ai eu l'opportunité, moi, de travailler à du documentaire avec Fabrice Cazeneuve, qu'est-ce que c'était pénible, ces rendez-vous, justement, avec les chaînes appelées à produire, Arte par exemple, où on vous demandait de raconter ou de faire le synopsis de ce que serait votre documentaire. Alors que précisément, c'est partir dans l'enquête qui était l'essentiel. Le film s'invente parce qu'on le fait. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un prolongement là, qui n'est pas direct. Alors, résumé de la consigne. Moi, ce que je vous donne, c'est dans Décor Lafayette, qui est vraiment un livre impressionnant par sa tentative, les 2 petits passages qui concernent la mise en abîme d'un film fait par un photographe et une actrice, mais ni l'un ni l'autre ne sont exactement dans leur rôle. Par contre, ils sont dans la stricte fascination de ce qui les rapproche des gens, de ce qui les rapproche du monde et de cette pulsion. Aristote, qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes ?
ce film existe, il devient comme une sorte de préfiguration, presque un demi-siècle d'écart, de ce qu'elle-même est en train de faire en travaillant in situ sur son livre en devenir. Donc cette mise en abîme, elle s'éclate en 2 passages, et elle vient prendre place au centre géographique du livre. Donc Anne Savelli installe du langage qui nous raconte un film qu'on n'est pas forcé d'aller chercher et d'aller voir. Moi, j'avais lu le livre, je m'en suis servi plein de fois en atelier. Est-ce que j'étais allé voir le film de Klein et Signoret, qui pourtant était là, en plein milieu? Non. Par contre, là, pour cet atelier, cette proposition 5 du cycle photo-fiction, je suis allé le voir et j'en suis revenu émerveillé. Donc elle nous propose une mise en abîme qui ne suppose pas d'aller chercher ce film. Moi, je vous propose de prendre le temps de voir cette magie filmique de William Klein et Simone Signoret, de vous servir comme appui des 2 passages qu'Anne Savelli place là, éclatés. Cet éclatement est important. Est-ce que le premier passage pourrait être « Je témoigne de ce qu'est ce film » et le deuxième passage, je prends la liberté de dire ce que fantastiquement ce film m'a apporté. Ou je vous dis l'image intérieure que j'ai gardée du film. C'est pas ce qu'elle fait, mais on peut le lire comme ça, et ça peut nous aider à écrire. Et moi, ce que je vous propose, gardez le mot décor. Décor manif. Décor aire d'autoroute. Décor ce que vous voulez. Décor balade du dimanche. Mais dans ce décor, puisqu'elle nous fait décor Daguerre et décor Lafayette, comme elle fait musée Marilyn, qui pourrait aussi s'appeler décor Marilyn, vous choisissez quoi? Est-ce que vous racontez? Ben ouais. On est dans la fiction. Je vous demande une fiction. La fiction, c'est un film, une enquête, un reportage. Si vous avez ces Oloé, regardez comment sa démarche construit ou influe ses propres propositions d'écriture. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas ce dont vous avez choisi de parler. Ce que vous allez raconter, c'est la fiction du photographe, du journaliste, de l'enquête. La question de l'image, elle sera toujours là. Quelle image vous prenez? Quelle image vous allez construire? Quelle image dans votre fiction vous allez donner qui représente ce dont vous parlez? Image au pluriel. Au singulier, ça ne m'intéresse pas. Une seule suffit. Mais la fiction, ce sera se saisir d'un morceau complexe de réel. Simplement, là, il y a le « qu'est-ce qui pousse » d'Aristote. Ce morceau de réel, il y a ce qui vous pousse à l'avoir choisi. Et là, entre ce qui vous pousse et le morceau de réel, la fiction, ça va être d'installer... Elle n'a pas eu besoin de fiction. Elle a trouvé le film de William Klein et Signoret. Eh bien, nous, on se l'invente. L'entre-deux. Vous ne parlez pas de ce qui vous pousse. Vous parlez du réel? Non, on parlera de l'enquête, le reportage, le film, le William Klein fictif et la Signoret fictive qui s'en vont au charbon. Décor Lafayette, c'était un autre grand magasin, le Printemps. À vous de choisir ce que vous voulez comme matière. Et par contre, entre la matière qui vous reste inconnue, qui vous reste à distance, et ce qui vous pousse à l'avoir choisi, vous installez votre fiction. Et dans la fiction, de la même façon qu'Anne Savelli nous raconte quelques images du film de William Klein, vous aussi forcément, il y en aura des images. Allez, c'est le chantier de la semaine. Et on perd pas notre temps.